C'est l'histoire de Brian Nicholson, un violeur et meurtrier condamné qui a commis l'acte le plus impensable devant un tribunal, tuer des gens. Le drame qui a entouré ces actes a donné lieu à un thriller en 2015 intitulé The Captive, ainsi qu'à un best-seller, Unlikely Angel, écrit par l'une des victimes, Ashley Smith. Voici son histoire. Brian Nichols, début de la vie. Brian Jean Nichols est né le 10 décembre 1971 et est devenu tristement célèbre pour ses crimes odieux le 11 mars 2005. Alors qu'il était jugé pour viol, il a réussi à s'échapper et s'est lancé dans une folie meurtrière. La nouvelle de cet horrible événement s'est répandue comme une traînée de poudre et une vaste chasse à l'homme a été lancée dans la région métropolitaine d'Atlanta. Nichols a été appréhendé 26 heures plus tard et l'accusation l'a inculpé des 54 crimes qu'il avait commis pendant son évasion. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation le 7 novembre 2008. Pour comprendre ce qui a poussé Brian Nichols à agir comme il l'a fait, il faut remonter dans le passé. On ne sait pas grand-chose du début de la vie de Brian Jean Nichols, si ce n'est qu'il a grandi dans une famille de classe moyenne. Il est diplômé de la Cardinal Gibbons School de Baltimore, dans le Maryland, en 1989. Nichols a fréquenté l'université de Kutztown en Pennsylvanie de 1989 à 1990, où il a joué au poste de linebacker dans l'équipe de football. Sa présence physique massive et ses compétences en arts martiaux lui ont valu la réputation d'être quelqu'un de prudent. Mais des documents judiciaires révèlent que Nichols a eu un passé trouble à Kutztown, avec au moins 3 arrestations pendant son court séjour. En 1990, il a été arrêté et accusé de menaces terroristes, de harcèlement, d'agression simple et de troubles à l'ordre public, à la suite d'un incident survenu dans un réfectoire de l'université. Nichols plaide coupable pour les 2 chefs d'accusation les moins graves, et les autres sont abandonnés. L'année suivante, Nichols a été arrêté pour méfaits criminels, intrusion criminelle et troubles de l'ordre public 2 fois en un mois. Toutefois, ces accusations ont été abandonnées. En fait, il avait toujours des ennuis. Nichols est allé au Newberry College de 1992 à 1993 et y a joué au football, mais il a été renvoyé de l'équipe de football pour avoir volé dans une chambre d'étudiants pendant cette période. Après avoir abandonné l'école, Nichols s'est installé en Géorgie en 1995 et a travaillé pour Hewlett Packard pendant 8 ans en tant qu'ingénieur système UNIS. Le dernier emploi de M. Nichols était celui d'ingénieur informaticien pour une filiale logistique du géant de l'expédition UPS, basée à Atlanta. Nichols a commencé à s'en sortir relativement bien. Il gagnait un salaire à 6 chiffres et allait régulièrement à l'église. Cependant, les choses se sont effondrées en 2004. Nichols et sa petite amie de l'époque, Sonia Meredith, ont rompu et il a découvert qu'elle sortait avec Chris Rowell, un pasteur de leur église. À 2 reprises en août, Nichols a confronté le pasteur à l'extérieur de l'appartement de la femme. Au cours de ces confrontations, Nichols a menacé de se suicider. En réponse, son ex-petite amie a envoyé un courriel à sa mère, dans lequel elle disait « Les choses entre Brian et moi sont en spirale. Les choses entre Brian et moi deviennent incontrôlables. » Le 19 août, Nichols est retourné à son appartement, et selon le témoignage de la femme à la police, il est entré de force chez elle, l'a ligotée avec du ruban adhésif sous la menace d'une arme et l'a violée. Nichols a été arrêté et détenu sans caution. Son premier procès, qui s'est tenu devant le juge Barnes, a débuté le 21 février 2005. Il était accusé de viol, d'agression aggravée avec intention de viol, de cambriolage, de sodomie aggravée, de séquestration et de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Lors de son premier procès, les choses ne se sont pas passées comme prévu. La tension était montée d'un cran. Nichols déclarant aux personnes présentes dans le palais de justice que je ne vais pas me coucher. Il a appris qu'il serait rejugé après que le jury ait été débouté dans la première affaire. Le bureau du procureur a reçu plusieurs avertissements de la part d'amis et de membres de la famille de Nichols, leur disant qu'il pourrait tenter de s'échapper. Un ami a notamment indiqué au procureur que Nichols avait l'intention de s'enfuir et lui a même demandé de placer une carte de crédit dans la poche de la veste de costume qu'il porterait lors de sa comparution devant le tribunal. Par ailleurs, la mère de Nichols a envoyé un courriel au bureau du shérif du comté de Fulton, indiquant que son fils pourrait tenter de s'emparer de l'arme d'un agent. Malgré ces avertissements, le comté n'a pas pris la situation au sérieux. Même le procureur du district de Fulton, Paul Howard, a qualifié les accès de colère de Nichols de tout à fait normaux et de simples bavardages de routine dans la prison. Mais 2 jours avant la série de crimes, les adjoints qui escortaient Nichols du palais de justice à sa cellule ont remarqué quelque chose dans ses chaussures. Ils y ont trouvé 2 shanks tranchants, des armes courantes dans les prisons, fabriquées à partir de métal provenant probablement d'une charnière de porte. Au cours du nouveau procès, Nichols n'a pas seulement été violent, il s'est également moqué des procureurs. Il s'est moqué du procureur adjoint Gail Abramson et du procureur adjoint Ash Joshi en disant «
Vous faites un bien meilleur travail cette fois-ci, ce qui indique qu'il savait que son affaire n'était pas gagnée d'avance, indiquant ainsi qu'il savait que son affaire n'allait pas bien. Le juge Barnes a pris note de ce comportement et a demandé une réunion avec les avocats pour discuter de mesures de sécurité supplémentaires avant la déposition prévue de Nichols ce vendredi-là. L'accusation était sur le point d'appeler son dernier témoin et les délibérations du jury étaient sur le point d'avoir lieu. Nichols risquait la prison à vie s'il était reconnu coupable. Fusillade et évasion. Une adjointe du shérif, Cynthia Hall, a été brutalement attaquée par Brian Nichols. Hall était chargée d'escorter Nichols d'une zone de détention en sous-sol à une cellule de détention située au 8e étage de la tour de justice du comté de Fulton. On lui a vivement conseillé de demander à un autre adjoint de l'accompagner jusqu'à la cellule de détention. Mais Hall a insisté sur le fait qu'elle pouvait s'occuper seule de Nichols. Ce sera une grave erreur, car Hall n'exige pas de Nichols qu'il porte des entraves aux jambes, alors qu'il avait été surpris la veille avec des charnières de porte cachées dans ses chaussures. C'est alors que commence le règne de la terreur de Nichols. Alors qu'il se trouvait dans la cellule de détention, Nichols a brutalement attaqué l'adjointe Hall, l'a maîtrisée et s'est emparé de sa ceinture d'armes à feu, qui comprenait sa radio et ses chargeurs d'armes. Il l'a ensuite enfermée dans la cellule et s'est armé de son pistolet semi-automatique Beretta de calibre 40. Nichols s'est ensuite rendu dans le cabinet privé du juge Roland W. Barnes, où il a tenu en joue plusieurs personnes, dont les chargés de dossier Susan Christie et Gina Clark Thomas, ainsi que l'avocat David Allman. Il a exigé de savoir où se trouvait le juge Barnes, et lorsque le sergent Grantley White, l'huissier du tribunal, est entré dans la pièce, il a lui aussi été accueilli par un Nichols armé. Le sergent White a tenté en vain de désarmer Nichols. Nichols a alors désarmé le sergent White et l'a forcé à menotter les 3 autres personnes présentes dans la pièce. Cependant, le sergent White a pu appuyer sur un bouton d'urgence avant d'être menotté, ce qui a permis d'alerter la sécurité du tribunal. Nichols aurait dit au sergent White « Ne faites rien, sergent, je n'ai rien à perdre », afin de désarmer le sergent White. Pour tenter de dissiper l'alarme, Nichols a répondu au dispatching par la radio du sergent White, ce qui a éveillé les soupçons des autres adjoints qui n'ont pas reconnu sa voix. Nichols a ensuite menotté le sergent White et l'a forcé à entrer dans une salle de bain avant de quitter les lieux. La situation s'est rapidement envenimée, laissant le personnel des chambres à la merci de Nichols, qui était désormais armé et dangereux. Cet incident a causé d'importantes blessures à l'adjointe Hall, qui a subi des lésions cérébrales, des fractures faciales et une large lacération au front. Son état a été jugé critique, mais elle a survécu. Lorsque Brian Nichols a quitté le cabinet, il est entré dans la salle d'audience 8F par une porte située derrière le banc du juge, où il a trouvé le juge Barnes, qui présidait des requêtes dans un procès civil. Nichols a tiré à bout portant sur le juge, à l'arrière de la tête, sans que le juge ne sache qu'il était là. Après avoir tiré sur le juge, Nichols a balayé du regard la table de l'accusation et a baissé son arme lorsqu'il s'est rendu compte que les assistants du procureur qu'il recherchait n'étaient pas dans la salle d'audience. Au lieu de cela, il a tiré une balle dans la tête de Julie Brando, la sténographe judiciaire. Heureusement, le sergent White, qui avait été contraint de se rendre dans les toilettes, a pu accéder à sa radio et a émis la première transmission pour informer les agents qui sont intervenus qu'il y avait eu des coups de feu et a donné une description de Nichols. Nichols a ensuite cherché sa victime de viol dans une salle annexe où les témoins étaient retenus avant le procès, mais elle n'était pas présente à ce moment-là. Il est alors sorti de la salle d'audience et a couru dans une cage d'escalier de secours où il a été vu par le SGT, Hoyt Teasley, qui venait d'arriver au travail et répondait à l'alarme avant même qu'il ait pu enfiler son gilet pare-balles ou prendre une radio. Le sergent Teasley a poursuivi Nichols sur 7 étages, à l'extérieur de l'ancien palais de justice, jusqu'à Martin Luther King Drive. Nichols a déclenché une alarme de porte en sortant du bâtiment et a tiré plusieurs coups de feu en l'air, semant le chaos dans la rue bondée. Alors que le sergent Teasley sortait du bâtiment, Nichols a pointé l'une de ses armes sur lui et a tiré 2 coups de feu avant même que l'adjoint n'ait pu dégainer la sienne. Le sergent Teasley est tombé au sol et Nichols a pris la fuite. Malheureusement, Barnes et Brando sont décédés sur place et le SERG. Teasley a été déclaré mort à son arrivée au Grady Memorial Hospital en raison d'une hémorragie due à une seule blessure par balle à l'abdomen. Après avoir abattu le juge Barnes et la sténographe Julie Brando, Nichols s'est enfui du palais de justice et a couru jusqu'au parking underground situé de l'autre côté de la rue. Là, il a détourné au moins 5 véhicules dans sa fuite. La première victime de Nichols a été le solliciteur général adjoint Duane Cooper, qui entrait dans le parking. Nichols a pointé son arme sur Cooper et lui a demandé de lui remettre son Mazda Tribute 2002. Cooper a obtempéré et Nichols est parti à toute vitesse sur le boulevard Martin Luther King. Larry McCrary, qui travaille au tribunal des mineurs du comté de Fulton, a vu Nichols s'enfuir et l'a suivi alors qu'il tournait dans la rue Peachtree, puis dans un parking près de l'Underground Atlanta. McCrary a garé son véhicule pour bloquer l'entrée et la sortie du parking et a fait signe à 3 officiers de la police d'Atlanta.
Après que les agents sont entrés dans le parking, Nichols est sorti calmement par une entrée située au bout de la rue et s'est approché d'une dépanneuse à l'angle des rues Peachtree et Wall. Nichols a pointé son arme sur le conducteur, Deronta Franklin, et lui a ordonné de descendre. Nichols est ensuite parti en trombe dans la dépanneuse et s'est brièvement dirigé vers le nord sur Peachtree Street avant de tourner dans Walton, une rue à sens unique, à contresens, et d'entrer dans le parking de l'Imperial sur Cone Street. Au 4e étage du garage, Nichols a détourné une Mercury Sable 2004 appartenant à Almeta Kilgo, une développeuse de logiciels de l'Atlanta Journal-Constitution. Il a pointé son arme sur elle et lui a demandé de s'asseoir sur le siège passager. Kilgo s'est figé et Nichols lui a dit « Je ne joue pas avec toi, vous ne voyez pas le sang sur mes mains ». Il a parcouru une courte distance et s'est arrêté, lui disant de monter dans le coffre. Heureusement, Kilgo a pu s'échapper. Après avoir volé plusieurs véhicules, Nichols a abandonné sa dernière voiture, une Honda, au premier niveau du parking où elle avait été déclarée volée. La police soupçonne qu'il a abandonné la voiture après avoir repéré une cible plus facile, emmenant le propriétaire avec lui pour éviter d'être dénoncé. Toutefois, la police a eu du mal à déterminer si des personnes disparues ou des véhicules volés avaient été signalés dans la région, car le tournoi de basket de la NCAA Southeastern Conference se déroulait au Georgia Dome, et des milliers de visiteurs étrangers se trouvaient dans la région à ce moment-là. Les images des caméras de sécurité prises à l'intérieur du parking ont montré Nichols enfilant une veste provenant de l'une des voitures volées et disparaissant à un niveau inférieur. Elles n'ont cependant pas permis de savoir comment il avait quitté le parking. La traque de Nichols a été si intense qu'il a fait l'objet d'un reportage dans l'émission America's Most Wanted, ce soir-là, et la chasse à l'homme a pris de l'ampleur. Plus tard dans la journée, le bureau du procureur du comté de Fulton a annoncé qu'il avait reçu un appel au 911 d'une personne prétendant être Nichols, dans lequel il menaçait de tuer les procureurs adjoints Gail Abramson et Ash Joshi, qui poursuivèrent son affaire de viol. Cette recherche a été l'une des plus intenses et des plus étendues de l'histoire d'Atlanta. La chasse à l'homme et la capture. La recherche de Nichols battait son plein et la ville était en état de confinement, avec des centaines d'officiers dans les rues et dans les airs à sa recherche. Le gouverneur de Géorgie, Sonny Perdue, a annoncé une récompense d'environ 65 000 $ pour toute information conduisant à l'arrestation de Nichols. La ville d'Atlanta a été pratiquement bouclée, des centaines de policiers en voiture et en hélicoptère quadrillant la région à la recherche du suspect. Des barrages routiers ont été mis en place aux principales intersections du centre-ville et du centre de la ville, et plus de 100 agents de la police d'État et de plusieurs agences, dont le FBI, ont participé aux recherches. Même les policiers qui n'étaient pas en service ont prêté main forte, et les forces de l'ordre ont déployé un filet en dehors de la ville. Des voitures de patrouille ont été positionnées sur les terre-pleins le long de l'I-75 et de l'I-85, et les écoles publiques de la région ont été sécurisées. Les personnes se trouvant à l'intérieur du palais de justice n'ont été autorisées à quitter les lieux que vers 11h30 vendredi, après que les autorités ont enfermé tout le monde à l'intérieur et procédé à une vérification minutieuse du bâtiment. Le chef de la police d'Atlanta, Richard Pennington, a annoncé que l'on pensait que Nichols avait pris un train MARTA en direction du nord. On a appris par la suite que Nichols s'était rendu à pied du parking Centennial à la station MARTA Five Points, qui se trouve à moins d'un pâté de maison du parking. La police a ensuite retrouvé un témoin, Michael Taylor, qui a déclaré avoir pris le train avec Nichols ce matin-là. Elle était la seule personne à bord d'un train MARTA lorsque Nichols est monté à la station Five Points peu après la fusillade. Madame Taylor a déclaré que Monsieur Nichols portait une veste qui ne lui allait pas de chemise, et qu'il transpirait abondamment. Madame Taylor n'a pas reconnu Monsieur Nichols car elle n'avait pas vu de reportage ce matin-là. Une vidéo de surveillance a été retrouvée par la suite, montrant Nichols traversant la station à 9h57. Dans la soirée du 11 mars 2005, Brian Nichols a attaqué 2 personnes, Iman Adan et son petit ami Warren, dans les appartements du Summit at Lenox, à Buckhead, Atlanta, avant de tuer l'agent des services de l'immigration et des douanes David J. Wilhelm à son domicile situé à proximité. Le lendemain matin, le 12 mars, le corps de l'agent des douanes et de l'immigration David J. Wilhelm a été découvert à son domicile situé au 962 Canter Road. Wilhelm travaillait seul dans la salle de bain de sa maison, qui était en construction, lorsqu'il a été abattu. Il aurait été cambriolé, ses poches ayant été retournées et de la monnaie ayant été retrouvée sur le sol. Son portefeuille, son arme et sa camionnette Chevrolet bleue ont également été volés. Mais les moments suivants et la personne suivante qu'il kidnappe marqueront un tournant pour Atlanta, Nichols et les kidnappés. Après une vaste course-poursuite, Nichols est repéré dans les appartements Bridgewater à Duluth, en Géorgie, à 27 miles au nord d'Atlanta. Il a retenu Ashley Smith en otage pendant plusieurs heures. Il a pointé une arme sur elle et lui a dit « Si tu fais ce que je te dis, je ne te tuerai pas ».
Pendant le temps qu'ils ont passé ensemble, Ashley lui a raconté l'histoire de la perte de son mari et lui a lu des passages de la Bible et du livre The Purpose-Driven Life de Rick Warren. Cela a apparemment touché Nichols. Selon des sources policières, Nichols a fini par relâcher la femme et lui a demandé de le suivre en voiture pour qu'il puisse se débarrasser de la camionnette volée. La femme s'est exécutée et a ramené Nichols à l'appartement. C'est à ce moment-là qu'il lui a proposé de l'argent pour aller voir son enfant. À leur arrivée, Nichols s'est rendu tranquillement à la police, après avoir vu l'équipe du SWAT qui avait été dépêchée à la suite de l'appel de la femme au 911 vers 9h50. Finalement, après 26 heures, Nichols s'est rendu pacifiquement à l'équipe SWAT de la police de Gwinnett. Les forces de l'ordre ont retrouvé les armes à feu volées et le portefeuille de l'agent Wilhelm dans l'appartement. Le camion Chevrolet de Wilhelm a été retrouvé à environ 3 km de l'appartement, dans un complexe industriel voisin. Les raisons qui ont poussé Nichols à relâcher la femme et à se rendre pacifiquement ne sont pas claires, surtout si l'on considère son comportement violent au cours des 20 heures précédentes. Néanmoins, la décision de la femme d'appeler le 911 a probablement mis fin à une série d'événements dangereux et malheureux. Même le chef de la police d'Atlanta, Richard Pennington, s'est dit surpris que Nichols se soit rendu pacifiquement, mais les autorités étaient soulagées que l'épreuve ait pris fin sans violence. Dans son livre Unlikely Angel, The Untold Story of the Atlanta Hostage Hero, Madame Smith a révélé qu'elle luttait contre une dépendance à la méthamphétamine au moment de la prise d'otage. Elle a refusé de consommer de la drogue avec Nichols, préférant partager sa foi et ses expériences personnelles pour le convaincre de se rendre. Dans le livre, elle révèle également qu'elle a montré à Nichols les conséquences physiques et émotionnelles de la toxicomanie en soulevant son débardeur pour révéler une cicatrice de 5 pouces sur son torse, résultant d'un accident de voiture causé par une psychose induite par la drogue. Après avoir été retenu en otage pendant plusieurs heures, Nichols a demandé à Smith de le suivre dans sa voiture pendant qu'il conduisait la camionnette volée de l'agent Wilhelm, loin du complexe d'appartements. Smith s'est plié à sa demande, craignant qu'il ne tue d'autres personnes si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Elle lui a même préparé le petit déjeuner lorsqu'ils sont rentrés dans son appartement. Cependant, Smith a fini par convaincre Nichols de la laisser partir pour aller voir sa fille. Elle a ensuite appelé le 911, ce qui a permis à Nichols de se rendre pacifiquement à la police. Bien qu'elle ait été saluée comme une héroïne par de nombreuses personnes, Madame Smith a remercié Dieu de l'avoir aidée à surmonter cette épreuve. Pour elle, les vrais héros sont les magistrats et les forces de l'ordre qui ont risqué leur vie pour mettre fin à la situation. En conséquence, elle a été récompensée pour ses actes de bravoure. Elle a reçu un total de 70 000 $ de récompenses, provenant de différentes sources. L'US Marshal's Office lui a versé 25 000 $, tandis que le FBI lui a donné 20 000 $. Le bureau du gouverneur de Géorgie lui a également remis 10 000 $, tandis que l'association des shérifs de Géorgie, l'ordre fraternel de la police de Géorgie et la ville d'Atlanta lui ont donné chacun 5 000 $. Avant cela, elle avait déjà reçu 2 500 $ de l'association des chefs de police de Géorgie. Cette récompense est un témoignage de reconnaissance pour la bravoure et la rapidité d'esprit d'Ashley. L'aveu, l'inculpation et la réaction de la famille. Après l'arrestation de Nichols, il a d'abord été détenu pour possession d'une arme à feu par une personne inculpée dans un bureau local du FBI à Decatur, en Géorgie. Plus tard, il a été transféré au commissariat d'Atlanta, où l'inspecteur Vincent Velasquez l'a interrogé. Nichols a avoué ses crimes dans une déclaration de 3h30 qu'il a faite à la police sur vidéo, sans la présence d'un avocat. Après environ 2 heures de garde à vue, il a signé une décharge et accepté de faire une déclaration enregistrée sur vidéo au sujet de la fusillade du palais de justice. Dans ses aveux, Nichols a déclaré qu'il était un soldat en mission, cherchant à se venger d'un système judiciaire qu'il jugeait injuste à l'égard des Afro-Américains. Il a affirmé qu'il était sur le point d'aller en prison pour un viol qu'il n'avait pas commis, et qu'il en avait assez d'attendre son procès en prison, entouré de visages noirs. Il a expliqué comment il avait attaqué une femme adjointe et lui avait volé son arme, puis avait traversé un pont aérien pour trouver le juge chargé de l'affaire de viol. Il a admis avoir tiré sur la sténographe du juge lorsqu'elle l'a interrogé. Il a également admis avoir tué un sergent du shérif à l'extérieur du palais de justice pour s'enfuir, puis avoir abattu un agent fédéral qui tentait de lui voler sa voiture à Buckhead. Il a même admis avoir retenu Ashley Smith en otage dans son appartement avant de se rendre. Les aveux de Nichols, enregistrés sur vidéo, ont finalement contribué à le faire condamner pour ses crimes. Au cours de l'entretien, Nichols s'est étonné que la police ne l'ait pas abattu lorsqu'il a franchi la porte. L'inspecteur Velasquez a décrit l'entretien comme l'un des plus faciles qu'il ait jamais mené et a noté que Nichols était très méticuleux et détaillé dans son récit. Toutefois, le procureur du comté de Fulton, Paul Howard, a noté que Nichols semblait fier de ce qu'il avait fait et qu'il n'avait manifesté aucun remords lorsqu'il l'a vu après son arrestation. Malgré les aveux de Nichols, son procès n'a pas été sans controverse.
La fusillade de Brian Nichols dans un palais de justice a déclenché des débats sur les mesures de sécurité dans les bâtiments publics, en particulier dans les salles d'audience. L'incident a donné lieu à un examen des pratiques et du personnel de sécurité du palais de justice. Les juges du comté de Fulton ont entamé leur examen de la sécurité, suivi d'un audit de sécurité et de recommandations du syndicat représentant les adjoints du comté de Fulton. Un groupe de travail a ensuite été créé pour enquêter sur la sécurité du palais de justice et a proposé plusieurs mesures pour améliorer la sécurité, notamment l'installation de caméras dans toutes les salles d'audience, l'utilisation de 2 adjoints pour escorter les détenus à haut risque et l'utilisation de portes spéciales dans les cellules de détention du palais de justice. Cet examen a conduit au licenciement de 8 adjoints. L'incident a mis en évidence l'importance de mesures de sécurité appropriées dans les bâtiments publics afin d'éviter des tragédies similaires. Le 5 mai 2005, Brian Nichols a été inculpé par un grand jury du comté de Fulton de 54 chefs d'accusation, dont meurtre, homicide volontaire, enlèvement, volume à main armée, voies de fait graves, coups et blessures graves, volume, détournement de voiture et fuite devant les autorités. La sélection du jury a commencé en janvier 2007 et les avocats de Nichols ont indiqué qu'ils soutiendraient que Nichols n'était pas mentalement compétent au moment des faits. Cela a provoqué quelques frictions. L'audience préliminaire a débuté à la mi-septembre 2007, les avocats de la défense alléguant qu'ils ne recevaient pas suffisamment de fonds. Cela était dû à divers facteurs, notamment la limitation par le législateur de Géorgie du financement de l'État pour les avocats de la défense et les entretiens en cours de l'accusation avec des témoins que la défense devait également interroger. En outre, la défense de la santé mentale a compliqué les choses. Le procès devait s'ouvrir le 2 octobre 2007, mais il a été reporté en raison de ce manque de financement. Le procureur du comté de Fulton, Paul Howard, a annoncé qu'il demanderait la peine de mort pour Nichols, ce qui fait de lui l'accusé le plus cher de Géorgie, son procès devant dépasser les 5 millions de dollars pour l'accusation et la défense. Le Conseil des normes a assigné 4 avocats à Nichols, et les fusillades ont également épuisé le budget du comté de Fulton, qui doit verser au moins 10 millions de dollars en indemnité aux familles des victimes. La veuve de Barnes a reçu 5,2 millions de dollars dans le cadre d'un procès, et les commissaires du comté ont accepté de verser 5 millions de dollars à la fille de Brando, Christina Scholte, qui a également intenté un procès. En fait, le déchaînement de Brian Nichols a provoqué une hémorragie financière dans l'État de Géorgie. Pendant la procédure judiciaire, les parents de Brian Nichols n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire car ils étaient en voyage en Afrique, où sa mère travaille en tant qu'ancien agent de l'Internal Revenue Service. Elle a découvert l'affaire de son fils par le biais d'une émission de CNN, alors qu'elle se trouvait en Tanzanie, et a contacté l'avocat pénal de Nichols par courrier électronique. Mark, le frère de Nichols, a été profondément affecté par l'incident, déclarant que « tout le monde me connaît comme le frère de la personne qui a tué ces gens ». De l'oncle de Nichols, Reginald Smalls, à la fille de Nichols, personne ne pouvait croire qu'il avait réellement commis tous ces actes. Lors d'une interview accordée au début du procès, Gene Nichols, le père de Nichols, a fait part de sa tristesse et de l'impact de l'incident sur sa famille. Il a reconnu que son fils souffrait de troubles mentaux au moment des faits et prie pour qu'au moins un juré décide d'épargner la vie de son fils. Cependant, il pense également qu'une peine de prison à perpétuité pourrait être pire que la peine de mort. « Je ne sais vraiment pas s'il a peur de la mort », a-t-il déclaré à propos de son fils. « Moi, je n'en ai pas peur. La mort est parfois préférable à la vie. » Monsieur Nichols a ajouté « La mort est parfois préférable à la vie. » Le procès, l'accusation. Plusieurs juges se récusent en raison de leur amitié avec le juge assassiné. L'affaire a alors été confiée au juge Hilton Fuller. Ce dernier s'est toutefois récusé en janvier 2008 pour des raisons d'impartialité judiciaire. Fuller a déclaré qu'il n'était plus sûr de pouvoir assurer un procès équitable à la fois à l'État et à l'accusé, et l'affaire a donc été confiée à un autre juge. Le procès devait initialement avoir lieu en juillet dans la salle d'audience où 2 des meurtres ont été commis. Cependant, le juge de la Cour supérieure James Bodyford, venu du comté voisin de Cobb, a décidé que l'équité fondamentale exigeait que le procès soit déplacé dans un autre lieu du comté de Fulton dans un délai de 10 jours. Cependant, la tentative d'évasion de Brian Nichols ne s'est pas arrêtée. Au cours de la période précédant le procès, on a découvert que Brian Nichols aurait préparé une deuxième tentative d'évasion. Selon certaines informations, il aurait demandé à sa petite amie d'acheter des outils de construction, notamment une scie à maçonnerie et une scie circulaire, dans l'intention de s'évader de la prison du comté de Fulton à l'aide d'une scie. Une enquête indépendante a révélé que Nichols aurait bénéficié d'une aide directe et indirecte pendant sa détention, notamment de la part de sa petite amie, de 2 adjoints payés en liquide pour des faveurs, d'une assistante juridique travaillant pour les avocats de Nichols et du frère de ce dernier. Dans une interview accordée à Jeffrey Toobin, analyste juridique sur CNN, le juge Fuller a déclaré que la seule défense possible pour les avocats de Nichols était celle de la folie, car
Tout le monde dans le monde sait qu'il l'a fait. Cette déclaration a ensuite été publiée dans le New Yorker. Après 3 ans et demi de crime, le procès de Nichols s'est ouvert dans la salle d'audience 6B du tribunal municipal d'Atlanta devant le juge Bodyford le 22 septembre 2008. Tout s'accélère enfin lorsque Nichols plaide officiellement non coupable pour cause d'aliénation mentale. L'équipe de défense de Nichols a demandé un nouveau report du procès, mais le juge Bodyford a heureusement refusé. L'avocat de Nichols, Henderson Hill, un avocat de Charlotte connu au niveau national pour ses plaidoiries sur la peine de mort, a reconnu dans sa déclaration d'ouverture au jury que les terribles, presque indescriptibles, crimes de guerre et crimes contre l'humanité avaient été commis. Les choses terribles et presque indescriptibles qui se sont produites le 11 mars sont le fait de M. Nichols. Il a en revanche soutenu que M. Nichols n'était pas coupable pour cause d'aliénation mentale, dans la mesure où il se croyait dans une guerre où il était un esclave se rebellant contre les États-Unis et la politique des plantations. Un jury composé de 6 femmes noires, de 2 femmes blanches, de 2 hommes noirs, d'un homme blanc et d'un homme asiatique était chargé de l'affaire. Ils ont été sélectionnés à l'issue d'une procédure de 9 semaines, au cours de laquelle plus de 240 jurés potentiels ont été interrogés. Au cours de l'exposé introductif de l'accusation, un enregistrement audio des coups de feu qui ont tué le juge Roland W. Barnes de la Cour supérieure du comté de Fulton et la sténotypiste Julie Ann Brando a été diffusé. Le magnétophone de Madame Brando, laissé en marche, a conservé les derniers instants de sa vie. La bande, diffusée par le procureur principal Kelly Hill, commence par un moment de tranquillité habituel dans la salle d'audience, avec la plaidoirie d'un avocat, jusqu'à ce que le premier coup de feu retentisse. Puis, la confusion apparente des avocats civils stupéfaits et un second coup de feu 4 secondes plus tard. On entend la voix d'une femme qui dit « Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. » Les cris de l'avocate de Barnes ont été enregistrés alors que Brando tombait sur elle, mortellement touchée à la tête. L'accusation a déclaré que Cynthia Hall, la gardienne de Nichols, ne serait pas en mesure de témoigner au procès en raison de ses graves lésions cérébrales. Des témoins ont déclaré qu'elle était amie avec Nichols et qu'il semblait avoir obtenu des concessions spéciales de sa part. Malheureusement, cela n'a pas pu la sauver. Nichols a reconnu les faits dans une déclaration à la police, mais il a affirmé n'avoir tiré sur l'une de ses victimes qu'après que l'agent fédéral, qui n'était pas en service, eut pointé son arme sur lui. L'accusation a appelé à la barre l'expert médico-légal Ross Gardner pour qu'il présente ses conclusions sur la scène de crime au domicile de Wilhelm. Le pistolet Glock de Wilhelm a également été retrouvé intact. Gardner a affirmé qu'une trace dans la poussière de placo-plâtre sur le sol montrait que Nichols avait retourné Wilhelm et l'avait traîné après lui avoir tiré dessus. Les poches de l'agent étaient retournées, comme si elles avaient été fouillées lorsqu'il agonisait sur le sol de la maison. Hill, le procureur, a qualifié Nichols de tueur complice, vicieux, de sang-froid, sans remords, malfaisant et extrêmement dangereux, qui avait soigneusement planifié l'attaque et cherché méthodiquement ses cibles. L'accusation a cherché à couper court à la plaidoirie de la défense selon laquelle Nichols n'était pas coupable pour cause d'aliénation mentale. À la barre, Gail Abramson, l'ancienne procureure qui a jugé Nichols à 2 reprises en 2005 pour avoir violé son ancienne petite amie, a déclaré qu'elle n'avait jamais vu de signe de maladie mentale chez Nichols lorsqu'elle l'avait rencontré, ainsi que son avocat, lors du procès pour viol. L'accusation a présenté ses preuves pendant 17 jours et a fait appel à 76 témoins. Le 14 octobre 2008, elle a conclu les 54 chefs d'accusation retenus contre Brian Nichols en montrant les photos d'autopsie de ses 4 victimes. Cette affaire était lourde, complexe et ardue, avec des implications politiques, mais l'accusation était prête à ce que le marteau de la loi prenne pleinement effet. Le procès, défense et condamnation. La défense a appelé l'ancienne petite amie de Nichols à la barre en tant que premier témoin. Elle a raconté comment Nichols avait mis enceinte une autre femme, ceux qui avaient mis fin à leur relation de 7 ans. Le lendemain, Nichols l'a appelée et lui a dit qu'il allait se suicider parce qu'il ne pouvait pas supporter leur rupture. Elle a déclaré que Nichols continuait à la supplier de se réconcilier, mais environ 3 semaines plus tard, elle a commencé à fréquenter un pasteur adjoint de leur église. L'ancienne petite amie a décrit un incident terrifiant au cours duquel Nichols est entré chez elle avec 2 pistolets, du ruban adhésif, des nunchakus et de l'essence à briquet. Il lui a attaché les chevilles et les poignets avec du ruban adhésif et l'a menacé de lui faire du mal si elle n'obtempérait pas. Elle a déclaré que Nichols l'avait violée et filmée nue, mais qu'il avait fini par la laisser partir en la prévenant de ne pas aller voir la police. Cela peut sembler contraire au caractère de Nichols, mais la défense a utilisé cet incident comme base pour montrer comment Nichols s'est effondré mentalement lorsque son ancienne petite amie a rompu avec lui. L'avocat Barry Hazen, qui représentait Nichols lors de son précédent procès pour viol, a également témoigné,
racontant une réunion qu'il avait eue avec le juge Barnes au sujet du comportement de plus en plus erratique et des tendances dangereuses de Nichols. Hazen a déclaré que le juge Barnes l'avait averti de faire attention à Nichols. La défense espère utiliser ces témoignages pour convaincre le jury que Nichols n'avait pas toute sa tête au moment des faits et qu'il ne devrait donc pas être tenu pour responsable. Hazen a également déclaré que Nichols avait refusé un accord de plaidoyer qui lui aurait permis de passer 15 ans en prison au lieu des 25 ans ou plus qu'il risquait d'encourir s'il était condamné. Nichols pensait pouvoir convaincre le jury lors du second procès de la même manière qu'il l'avait fait lors du premier. Hazen a déclaré à la cour que le comportement de Nichols m'a fait penser « Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce type ». La défense a également appelé le psychiatre Mark Cunningham à la barre pour témoigner de l'état mental de Nichols. Cunningham a présenté un essai universitaire que Nichols avait écrit en 1992 et qui exposait ses convictions selon lesquelles il existait une tentative organisée et délibérée de la part des Blancs d'éradiquer la race noire en emprisonnant les hommes noirs et en les empêchant d'avoir des enfants. Nichols a également affirmé que la violence était nécessaire pour défendre les droits de l'homme des personnes à la peau foncée dans le monde entier. Selon M. Cunningham, ces convictions ont été à l'origine de ce qui est devenu plus tard un trouble délirant chez M. Nichols. Dans son essai, Bryan écrit « Si la violence peut être un outil juste pour l'homme blanc, alors elle peut certainement être utilisée comme un outil juste pour l'homme noir. Si la violence peut être utilisée pour assassiner des femmes et des enfants sans défense en Afrique du Sud et au Vietnam, alors elle peut certainement être utilisée pour défendre les droits de l'homme des personnes à la peau foncée dans le monde entier. » Nichols a également comparé les conditions de sa détention dans la prison du comté de Fulton à de l'esclavage et a qualifié son juge blanc, Roland Barnes, de maître d'esclaves. Il a fini par délirer, au point de penser qu'il était en guerre contre le gouvernement et qu'il ne distinguait pas le bien du mal. Nichols a même avoué qu'il se sentait comme un esclave se rebellant contre le gouvernement des États-Unis et qu'il avait le droit de déclarer la guerre au gouvernement des États-Unis. Voici un extrait de la confession de Nichols. « J'avais l'impression d'être un esclave avec eux. En tant que soldat, je n'ai pas l'impression d'avoir commis de crimes de guerre. Il n'y a pas eu de dommages collatéraux. » M. Cunningham a également révélé que M. Nichols avait eu une enfance difficile, car ses parents étaient émotionnellement distants, en raison de leurs horaires de travail. Son père buvait de l'alcool et fumait de la marijuana, ce qui a conduit Nichols à commencer à abuser de ces mêmes substances lorsqu'il était enfant. En outre, Nichols a été abusé sexuellement par un cousin et son frère aîné et a été victime de brimades pendant son enfance. Selon M. Cunningham, ces traumatismes de l'enfance se sont prolongés à l'âge adulte. Après 2 jours de délibération, les jurés ont déclaré Nichols coupable des 54 chefs d'accusation le 7 novembre 2008. Le juge, M. Bodyford, a prévenu toutes les personnes présentes que tout débordement émotionnel entraînerait une condamnation pour outrage au tribunal et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 jours. Néanmoins, certains spectateurs ont fondu en larmes après avoir entendu les verdicts. Le 13 décembre 2008, Nichols a été condamné à 37 peines maximales consécutives, dont plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au total, il a passé des centaines d'années derrière les barreaux. Inutile de faire des calculs, car quel que soit le nombre, une chose est sûre, Brian Jean Nichols mourra derrière les barreaux. Si Nichols n'a pas été condamné à plusieurs reprises à la peine capitale, c'est uniquement parce que le jury n'est pas parvenu à une décision unanime, comme l'exige la loi de Géorgie. La peine est sévère, mais elle reflète la gravité des crimes commis par Nichols. Nichols a attribué ses actes à l'herbe et aux drogues, mais il a éprouvé des remords après le prononcé du jugement. On sent toujours dans sa voix un profond regret pour ses actes, qu'ils aient été commis sous l'effet de la drogue ou non. Les familles des victimes ont exprimé leur soulagement que la justice ait été rendue, mais elles n'oublieront jamais la douleur et la perte qu'elles ont subies. Il est clair que les actes de Nichols ont causé un tort incommensurable à de nombreuses personnes, et la justice exigeait une réponse sévère. Le procès est peut-être terminé, mais les souvenirs des victimes resteront à jamais gravés dans les mémoires. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type.